Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition de la journée d'études Urbanité numérique. Je me présente, je m'appelle Marina Kélébolduc et je fais partie du groupe d'étudiants du master Métiers de la culture, parcours industrie culturelle et société, ayant travaillé à l'organisation de cette journée. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous ont permis d'être de retour cette année. Donc, merci à l'Université de Lille 3, à la ville de Lille, à la Maison Folie de Moulins, à Pixanovo, aux éditions de la Contrarie, à Boucle d'Oreille, à Intuitive Travel, à La Petite et à Seaside Productions. Donc, lors de la première édition de la journée d'études, il avait été question des pratiques culturelles urbaines des jeunes au travers des outils numériques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos des interventions sur le WordPress Urbanité numérique. Cette année, nous explorerons plutôt les différents usages du numérique dans l'invention de parcours urbains. Pour ce faire, notre groupe a préalablement travaillé 5 axes relatifs à ces usages, soit la médiation et le patrimoine, le corps et la technique, l'esthétique, les transformations urbaines, ainsi que le financement. Donc, par la médiation et le patrimoine, nous entendons l'expérience touristique et culturelle procurée par un dispositif nous permettant de découvrir des éléments de notre paysage urbain. Pour ce qui est du corps et de la technique, les questions de la relation entre le médium et le corps de l'utilisateur lors de la manipulation d'applications de réalité augmentée. Nous entendons par l'esthétique le rapport à l'art dans la ville, l'expérience esthétique de l'urbanité vécue par l'artiste et l'utilisateur d'applications pour smartphone. Ensuite, les transformations urbaines sont relatives aux transformations que créent des applications au paysage urbain à travers l'expérience des usagers. Enfin, en ce qui concerne l'axe du financement, les questions de la rentabilité des applications, des différentes formes de développement et du fonctionnement des appels à projets. Donc, afin d'approfondir nos réflexions sur le sujet, nous accueillerons aujourd'hui les projets Walking the Edit, Toulouse Ville Sonore, Les Murs ont des voix, ainsi que VoxMap et Terrasse Sonata. Donc, mon collègue Raphaël Kochner présentera notre premier projet, Walking the Edit. Bonjour. Donc, afin de démarrer cette journée urbanité numérique, nous allons accueillir Eric Fischer, présentant mais aussi initiateur du projet Walking the Edit. Nous tenons donc à le remercier grandement de sa présence et sa mission interactive qu'il porte à cette journée. Donc, Walking the Edit est une application mobile présente sur smartphone qui combine un service de géolocalisation des archives audiovisuelles et un système de stockage et de partage en ligne. L'utilisation de cette application permet de partager son propre film, créé grâce à son parcours dans l'espace urbain, tout en précisant que les films et les sons ont été réalisés en grande partie et enregistrés par M. Fischer et son équipe. Donc, ils ont tous travaillé et approfondi la notion d'influence de la technique sur l'attitude et le comportement des individus utilisant ce type d'application. Nous souhaitons développer également le rôle de médiation de ce dispositif, mais également le rapport individualisé à la ville par la subjectivisation de l'expérience urbaine, la mobilisation d'un matériau visible et d'un autre côté, la mise en réseau de ces productions par le dispositif de partage de films. Donc, je laisse donc maintenant la parole à Eric Fischer. Merci. Vous m'entendez? Je dois être vraiment très proche des micros. Ouais, moi je prends celui-là. Je me décale un peu. Voilà, c'est bon. Donc je vais préparer une petite... Alors déjà merci pour l'invitation. J'ai préparé une petite présentation qui est en ligne. Donc ce que vous voyez là, je vais le mettre en plus grand, c'est disponible sur Internet. Il y a une adresse internet et tout, donc vous pouvez aller le voir aussi d'une manière décentralisée de cette présentation que je vais vous faire maintenant.
C'est une présentation, c'est comme un PowerPoint si on veut, sauf que c'est un PowerPoint dans l'espace. Alors vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette présentation-là, parce que venant du cinéma, en fait, qui est un art basé sur le temps, je m'intéresse beaucoup à la mise en relation dans l'espace des images et d'une narration. Donc cette présentation spatialisée de ce que je vais vous présenter, le fond et la forme se retrouvent dans ce type de présentation. Donc ici on voit tout le chemin que je vous propose de faire. On ne va pas tout faire parce qu'on n'aura pas le temps. Il y a 20 minutes, mais on va commencer par je vais commencer à vous expliquer d'où je suis parti. Des questions que je me suis posées. Je vais vous présenter le projet Walking Edit qui littéralement permet de marcher son film. Ce qui est en bout de chemin, là ici, Memoways, on va sans doute pas l'aborder, mais s'il y a des questions, on pourrait y venir. Donc, commençons par les points de départ. Donc, zoomons dans le vif du sujet. Dans le passé, en l'occurrence, là, il y a quelques exemples de projets que j'ai réalisés depuis les années 90. Donc, moi, je viens du cinéma, une narration linéaire, donc basée sur le temps. J'ai fait des courts-métrages, documentaires, animation, fiction. Vous voyez des captures d'écran ici. Et j'ai aussi fait pas mal de projets d'art vidéo dans l'espace public. C'est-à-dire assez rapidement, je suis sorti des salles de cinéma et j'ai essayé de réfléchir comment mettre des images en circulation dans l'espace urbain et permettre une interaction avec des gens avec ces images. Donc là, ici, par exemple, un projet d'un petit train, ça c'est dans 1998. J'ai détourné un petit train touristique où j'ai installé 3 projecteurs 16 mm, donc ancienne technologie. Il y a 3 wagons, 3 projecteurs, un même film qui passe de projecteur à projecteur, tout ça en mouvement. Donc c'est une performance de vingtaine de minutes. Une sorte de triptyque en mouvement. Vous voyez un film qui a été projeté, on voit ici un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, ouais, peut-être un petit peu, ces images qui étaient projetées sur une sorte de long mur en béton qui devenait l'écran. Donc un cinéma mobile, en l'occurrence. Ici, un autre projet que j'ai fait à Yerevan, où j'ai en fait superposé la carte de Genève et la carte de Yerevan. J'ai essayé de superposer jusqu'à ce que je trouve entre les 2 cartes la jointure des rues qui existaient de part et d'autre, où je pouvais marcher à Genève tout en me disant ça existait aussi à Yerevan. J'ai pris des images à Genève en me disant c'est le genre de choses que je pourrais trouver à Yerevan. Comme ici, ça c'est une image qui vient de Genève. Et j'ai remis ça à l'endroit qui se superposait avec la carte spéciale que j'ai faite à Yerevan. Donc je suis allé à Yerevan, j'ai posé mon image, je l'ai collée dans l'espace public et je suis parti. Donc ça c'est un des exemples d'une superposition, une sorte de transplantation d'une peau d'une ville sur une autre. Ici, ça c'est une installation interactive vidéo, ça c'était en 2003. En fait, j'ai découpé 2 voitures. J'ai mis une voiture sur ce mât avec un volant ici en bas et avec une petite caméra là-haut, et puis un écran ici en bas. En fait, on voit, en tournant le volant de la voiture, ça faisait comme une sorte de périscope, on tournait la voiture et en fait on filmait ce que la voiture, ce qu'on aurait pu voir, ce qu'on pourrait voir par le haut de la voiture. Et il y avait 2 projecteurs ici qui projetaient en fait des images de ce que la caméra avait enregistré la journée. Donc on projetait la journée sur la nuit, en gros. Je vais un peu vite, hein, parce que le propos, c'est pas de rentrer dans ces projets-là, mais pour vous dire que ça fait depuis une vingtaine d'années que je m'intéresse en fait à des images en circulation, en interaction dans l'espace public urbain. Alors, en 2007, on m'a proposé de faire un projet de recherche. Donc on m'a dit, voilà, il faut faire de la recherche dans le domaine du cinéma, il faut chercher. Alors, je me suis posé des questions. Déjà à l'époque, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Le fait que les caméras qu'on utilise pour faire des films n'étaient plus vraiment des caméras, mais en fait étaient en train de devenir des ordinateurs avec des yeux, ou un œil en fait. Bon, maintenant on peut faire des images stéréoscopiques, mais bon, ça reste encore en mono. Mais donc les outils qu'on utilise, j'ai mis exprès ici un smartphone, les outils qu'on utilise pour faire des images, des vidéos, en fait, sont de moins en moins des caméras qui font que ça, mais sont des petits ordinateurs qui, entre autres, captent des images. A priori, ça ne change rien, une image reste une image. Mais par contre, sur la manière de faire une image, ou ce qu'on crée réellement, ça peut changer quelque chose. Et je me suis posé la question, mais comment en fait profiter de ce changement d'outils en fait pour utiliser ça d'une manière créative, en se disant aussi que de l'autre côté, bon, le point de départ, la caméra a changé, mais de l'autre, le point d'arrivée, donc les écrans ont changé aussi. Bon là j'ai mis exprès un écran, enfin absolument pas technologique. Mais l'idée c'est qu'aujourd'hui les écrans il y en a partout. Et les images sont en circulation partout très facilement. C'est un constat.
Donc les outils de production, de diffusion ont clairement changé, on est dans un monde réseau. Les images sont en réseau. Là c'est un autre exemple de dire les images sont parmi nous, donc sur les écrans publics, entre autres. Et donc à partir du moment où les images sont en circulation, la relation entre celui qui donne, celui qui fait une image et celui qui la reçoit, entre l'auteur et le spectateur, cette relation change. C'est-à-dire on n'est plus forcément en tant que spectateur passif en train de recevoir des images dans une salle de cinéma ou dans un endroit comme ici. Mais on peut interagir avec une image d'une manière qu'on va appeler pas seulement en lecture, mais aussi en écriture. On peut lire, écrire des images. Donc voilà, ça aussi c'est un constat. La relation entre les auteurs et les spectateurs change, ça met un mal. Vous connaissez sans doute la problématique des droits d'auteur liés à Internet. Donc voilà, ça c'est une problématique intéressante, difficile, mais qui force en fait nous, les auteurs, de se repositionner, d'imaginer un autre pacte, une autre relation avec les spectateurs. Ici j'ai mis une petite image à Renan, une petite ville en Suisse, où quelqu'un a planté, bon des parapluies, mais ça pourrait être des images, comment planter des choses personnelles sur un territoire, alors en utilisant l'immatériel. Là c'est l'immatériel, les parapluies existent, mais vous allez voir plus tard que le projet que je propose consiste à planter des données immatérielles dans le territoire. Après, une autre question, c'est, bon voilà, pour raconter des histoires, on utilise des technologies, la technique, des outils. Alors bon, on appelle ça des nouvelles technologies, et en fait, ces nouvelles technologies, en grande partie, font peur, parce qu'elles nous reprogramment le cerveau, enfin, notre concentration. C'est des outils qui sont extrêmement puissants, on en mesure encore mal la portée, et puis en fait, on a l'impression, pour la plupart du temps, qu'on les subit, plutôt que de vraiment les utiliser et en profiter. Et là, j'ai mis une image de Google Street View. D'un coup, ça nous change notre rapport à la réalité en nous ramenant la réalité partout où on est, enfin, en endroit, d'ailleurs, on ramène ici, enfin, ça nous chamboule quand même pas mal notre perception, notre relation à la réalité. Donc la question que je me suis posée, comment profiter de cette technologie à des fins créatives et à des fins de partage, de nouveau en lien avec cette histoire de relation auteur-spectateur. Voilà, donc ça c'est des questions en préambule, on va peut-être y revenir dans la discussion après si ça vous intéresse. Mais je vais assez rapidement partir sur ce projet-là concrètement, que j'ai commencé en 2007, à travers donc au départ mon projet de recherche, et puis j'ai une petite vidéo qui est là, qui va vous expliquer en 3 minutes ce projet-là. C'est une vidéo faite par la télévision suisse romande, donc c'est très télé, mais au moins ils ont le grand avantage de bien réduire et de simplifier les choses, mieux que moi je saurais faire. Ah zut, stop. Alors il faudrait le son en fait, et puis il faut que j'aille au début. Alors, voilà, donc il n'y a pas le son. Est-ce que vous avez le son? Bon, il y a les sous-titres, hein, on peut passer dans un mode, hop là. Elle m'a échappé la présentation. Voilà. Alors, c'est ici. Louis habite le quartier de l'île aux 13 à Genève depuis 16 ans. Pendant sa balade, il va pouvoir se replonger dans l'histoire de son quartier du temps des grands travaux, aujourd'hui terminés. C'est le pioche, les bruits du béton arraché. Ah oui, on a démoli pour mieux reconstruire. Ces sons proviennent d'archives vidéo. À ce stade, Louis ne voit pas encore les images, mais la bande-son est déjà évocatrice. Ah tiens. Ah oui. La personne je parle, c'est la personne qui anime cet espace. Donc là, il y a un rapport direct. Oui, de la voix à lieu. Alors, comment ça marche? Les séquences d'archives sont liées à un point précis du territoire. Grâce au GPS de son smartphone, le promeneur active en quelque sorte ces images. Il entend alors le son de la vidéo en rapport avec le lieu où il se trouve. Pendant ce temps, un logiciel se charge d'assembler ces séquences. Au final, la balade de Louis va donc devenir un film. Et celui qui a imaginé ce système, c'est le réalisateur Ulrich Fischer. Alors, on va aller voir le film de Marché par Louis.
Donc, sur le site internet du projet, il est possible donc, de voir le film à côté du parcours représenté sur la carte. Derrière la gare C, en plein centre-ville. À gauche, le parcours de Louis. 13. Et à droite, le film lié à sa balade. Ici et d'ailleurs. Pour l'instant, toutes les vidéos disponibles ont été réalisées par Ulrich. Travailleuses, travailleurs. Et le but est de pouvoir utiliser une multitude d'images d'archives. Après, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec d'autres bases de données archives, par exemple avec les images des pompiers. On peut mettre les incendies filmés par les pompiers sur le territoire et on sait pourquoi, là, à cet endroit-là, il y a un trou parce que ça a brûlé il y a 3 ans. On entend en passant à côté encore le feu qui crépite à nos oreilles et après on voit donc l'incendie filmé par les pompiers il y a 3 ans. Le projet pourrait même avoir une application touristique. Il peut aussi y avoir une dimension historique, une dimension sociologique, une dimension touristique. Par exemple, imaginez en tant que touriste de marcher à travers une ville et de constituer une carte postale vidéo de son parcours réalisée à partir des images d'autres touristes. And I got the best. The fondue. À la fin de sa balade, Louis peut voir le film directement sur son téléphone. Mais le système ne couvre que quelques quartiers de Genève. Reste donc à convaincre pompiers ou TSR de mettre leurs archives à disposition. Bon, désolé, j'espère que vous n'avez pas trop cassé les oreilles si tôt le matin. Je n'entends pas très bien le son que vous avez dans la salle. Voici donc très rapidement ce dont il s'agit, comment fonctionne le projet. Je vais revenir un peu à travers différents processus du projet, comment on le fait, et après comment on l'expérimente. Donc la première chose, ce qu'il faut se dire, c'est que comme une ville préexiste à sa balade, une balade à travers un territoire urbain, en fait des images préexistent. Donc en fait, il y a une équipe de tournage, en l'occurrence là c'est nous, qui faisons des images exprès pour, et l'idée en fait c'est que les images qu'on fait quelque part, on les remet à l'endroit où on les a tournées. Donc on va prélever des images et on va les remettre à l'endroit où on les a mises par géolocalisation. Donc on va donner une adresse géographique à chaque plan qu'on fait. Et vraiment, la chose importante à se dire, c'est qu'on est à l'échelle du plan et non pas du film. Donc un plan dans le film, c'est ça peut être 3 secondes, 5 secondes, 30 secondes. C'est un moment qu'on décide, qu'on définit, qui n'est pas monté, qui a une durée, une continuité. Et on va le qualifier. Donc on va se dire que ce que ce plan nous raconte, on va mettre des mots sur l'image qui va la qualifier. Donc par exemple, on va dire qui l'a fait, où ça a été fait, quelle caméra ça a été fait. Donc ça c'est des données objectives, des descripteurs objectifs. Et après on va aussi commencer à dire ce qu'on pense que ce plan raconte, ou ce qu'on aimerait que ce plan raconte. Donc en l'occurrence, c'est des descripteurs subjectifs. En fait, c'est là que l'auteur se retrouve, c'est qu'il va qualifier subjectivement ce qu'il pense que ce plan lui raconte et ce qu'il aimerait que ce plan raconte à autrui. Donc en fait, on rend ces données indépendantes, on met notre savoir, notre intelligence sur la chose. Alors, une fois que ça c'est fait, on a commencé avec quelques vidéos, mais après l'idée c'est de mettre plein de vidéos, donc d'avoir une sorte de grosse masse de données sur le territoire. Plus il y a de données, mieux c'est. Donc pour faire fonctionner le système, il ne faut pas quelques vidéos qui se courent après, mais il en faut quelques centaines, voire quelques milliers. Alors ça peut sembler vertigineux, alors, bien sûr c'est du travail, mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que ces données existent déjà. On est dans un monde qui est rempli de contenus, sauf que ces contenus ne sont pas forcément accessibles de cette manière-là, d'une manière décentralisée, et les contenus ne sont pas forcément renseignés pour pouvoir exister de manière indépendante. Mais si tous les contenus qui existent, on les connecte au monde de cette manière-là, eh bien, ils deviennent jouables. Alors, pour en venir au slide que je vous ai montré tout à l'heure, qui présente ces outils de prise de vue qui sont des petits ordinateurs, aujourd'hui, quand on fait une image, cet outil de prise de vue, il va faire une image, mais derrière, il va directement dire de l'image ce qu'il sait, enfin ce que cet outil sait de cette image, en l'occurrence, qui a fait l'image, quand ça a été fait, s'il y a un GPS où ça a été fait, et on peut renseigner déjà d'autres informations en amont. Donc d'une certaine manière, à la prise de vue, on renseigne, on met déjà des informations sur l'image qui lui permettraient de fonctionner de manière indépendante.
Alors ça, c'est au niveau de l'organisation. En gros, on remplace l'espace, on remplace le temps par l'espace. Parce que quand on fait un film, on part toujours d'une base de données et on met les éléments les uns après les autres à la queue leu dans une timeline, une ligne de temps. Ça, c'est comme ça qu'on fait des films. Donc on réduit la base de données via une ligne de temps dans un objet qui va raconter chronologiquement quelque chose. Ici, l'idée, c'est de ne pas réduire les choses dans une timeline, dans une ligne de temps, mais par contre, c'est de les semer dans l'espace. C'est de faire ce qu'on pourrait appeler du montage spatial. Donc on donne une adresse géographique à une image. Ici, les bulles que vous voyez représentent donc virtuellement des plans, où l'idée, c'est que la taille des bulles est relative à la durée du plan, la couleur est relative à une thématique. Donc on exprime les informations du plan d'une manière graphique. Donc on fait exister les plans non pas par ce qu'ils sont, par une image, mais par une représentation d'une information. Donc c'est important juste de se dire qu'une image n'est pas qu'une image. Une image, c'est un certain nombre d'informations qu'on peut représenter autrement que par l'image. Alors une fois qu'on a ça, eh bien, il faut aller pouvoir collecter ces images en mobilité. Et pour ça, il faut une sorte comme un détecteur de métal avec lequel on se balade sur la plage et puis on va aller chercher des bouts de métal, des bouts de métaux qui traînent. Là, c'est une sorte de détecteur de plan, de données audiovisuelles en fait, qui va aller, qui sait en fait, ce petit détecteur, c'est une application smartphone, dans un smartphone. Le smartphone sait où il est. Il y a un GPS, le smartphone sait où il est. Donc il va mettre en relation la position du téléphone, du smartphone, avec des images qui préexistent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette application, en fait, il y a un petit moteur de montage dedans. Imaginez un petit monteur dedans qui reçoit des instructions. La première chose qu'il va aller chercher, c'est où je me trouve. Montre-moi les plans, cherche-moi les plans qui sont les plus proches de là où je suis. Deuxième chose, le téléphone sait la vitesse à laquelle il va. Donc il connaît la vitesse de votre déambulation. En fonction de la vitesse, il va aller chercher une relation à la durée des plans et chercher des plans qui sont en adéquation, en synchro avec votre vitesse. Vous allez à 7 km/h, vous courez, et bien il va vous chercher des plans qui sont courts pour vous faire un montage qui est rapide, qui correspond à votre parcours, à votre comportement. Si vous vous endormez sous un arbre, eh bien il va vous chercher des plans qui sont de plus en plus longs, où des gens vous racontent une histoire, ça dure 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, etc. Donc en fait, en tant que marcheur, vous créez la forme du film à travers votre comportement. Deuxième facteur, en fait, de sélection. Troisième facteur de sélection, ou principe de sélection, logique de sélection, c'est le fait qu'on aimerait bien que ce film raconte quelque chose. Donc il y a une cohérence narrative, une logique de cause à effet, de plan à plan. C'est ici qu'on fait intervenir, en fait, la continuité thématique. Donc les images sont qualifiées avec un thème, et en fait, le petit moteur de montage, il va aller chercher des plans qui, d'une part, sont les plus proches de l'Irlandais, qui sont en adéquation avec notre comportement, et qui ont une continuité narrative. Donc, au final, en temps réel, on entend son film, on est guidé par ce qu'on entend, mais en même temps, c'est nous qui guidons la forme du film, et donc, par ricochet, le fond aussi. Ça veut dire les contenus. Si on va chercher des plans longs, on a une autre histoire que si c'est des plans courts. Donc ça, en temps réel, on entend notre film. Avec une présentation ici, vous voyez cette coulée de bulles ici qui arrive. Il faut imaginer que je vais passer au slide d'après, c'est un peu plus visible. Donc en temps réel, on voit donc notre processus de montage qu'on a ici, avec ici à droite le futur, ça c'est ce qui est devant nous, ce qu'on peut avoir, c'est notre horizon. Ici c'est la tête de lecture, c'est notre présent. Et ça, c'est notre passé. Ça, c'est ce qu'on a collecté, ce qu'on a reçu. C'est le résultat de ce processus de montage qui est automatique. C'est avec nos pieds que l'on monte. C'est walk, the edit, marche, on filme. Donc, c'est notre corps qui interagit avec un système et qui va générer une logique de filtrage, en fait. Donc, en fait, pendant qu'on se balade, on entend son film, on voit le processus de montage, on voit la dynamique dans laquelle on est. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir cliquer ici en se disant tiens, la bulle bleue, elle m'intéresse, j'aimerais choper celle-là. On n'est plus dans l'ordre du clic. En fait, en tant qu'utilisateur, on n'est pas réduit au doigt, via le doigt, à une relation avec l'informatique. C'est notre corps en entier
qui interagit avec un territoire tangible, et un territoire immatériel qui est cette base de données. Donc en fait, pour avoir sa bulle bleue, il faut essayer de se comporter de manière à ce que la bulle bleue survive dans le flot de bulles qui se font éclater par le moteur de montage, parce qu'en fait, il ne peut y avoir qu'un seul survivant, c'est le plan qui fait sens par rapport à un ensemble de conditions en fait. Alors, bon, une fois qu'on a fait ça, eh bien, donc on a marché pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 10 heures. Donc la durée du film correspond à la durée de son enregistrement de notre balade. Et à la fin, on peut publier notre playlist. En fait, parce que pendant qu'on se balade, le moteur sélectionne pour nous une suite de plans, et cette suite de plans, c'est notre film. Et il suffit de publier cette liste de plans pour avoir le film sur le web ou sur notre portable. Je vais vous montrer un exemple après. D'abord, c'est une expérience personnelle, individuelle, qui est chaque fois différente en fait, parce que chaque parcours est unique, donc chaque film résultant est unique. On peut publier ça, et à la fin, on peut partager son film, son résultat, sa carte postale vidéo d'une relation à un territoire sur un site web, et puis permettre à d'autres personnes de le voir. Alors, je vais donner un exemple après. Il y a ici des exemples de projets qui ont été faits à gauche à droite, Genève, Paris. Moi, je n'ai pas changé. Enfin, c'était une présentation que j'ai faite à Montréal, donc j'ai fait une petite démo aussi à Montréal. Donc voilà, ça c'est des exemples qui existent. Avant de passer sur des exemples concrets, puis après, je ne sais pas combien de temps j'ai encore en fait. Ça va, je suis dans les temps. Donc je continue sans aller trop dans la technique sur les questions, peut-être aussi qui sont des questions que vous posez, qui sont posées ici par cette journée. Puis après, je montre des exemples concrets. Donc, l'idée, c'est je le redis, c'est d'avoir une relation avec le territoire immatériel qui est connecté au territoire matériel. Et donc, en fait, que notre expérience du réel, elle est faite de plusieurs choses, de plusieurs strates. Et puis, aujourd'hui, on peut convoquer quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe pourtant, et de le faire matérialiser via, donc, en l'occurrence, une application pour smartphone, de rendre pas tangible, mais on peut le percevoir. Quelque chose qui provient du territoire, qui nous raconte ce territoire. Donc, d'une certaine manière, il faut imaginer que cette application, c'est comme si vous aviez la possibilité d'avoir une porte qui vous ouvre dans le territoire, le passé. Vous vous connectez au passé du territoire. Vous vous connectez à la mémoire audiovisuelle du passé du territoire. Donc vous êtes dans le présent du territoire, mais ce présent du territoire, il est fait de strates de passé auxquelles vous pouvez avoir accès d'une manière très précise. Alors, ici, là, pour le moment, avec cette application, ce que vous pouvez vous dire, là maintenant, c'est que c'est pas vous qui décidez. Vous allez recevoir les choses que le petit algorithme, je ne dois pas dire des mots, mais ce que le petit moteur de montage va sélectionner pour vous. Mais en fait, vous pouvez aussi choisir en amont ce qui vous intéresse. Vous pouvez par exemple vous dire, je me balade dans la ville ici à Lille, et puis en fait, moi c'est les années 60 qui m'intéressent avec la thématique des usines. Donc je me balade ici dans la ville, et puis je convoque en fait dans ma balade les archives qui parlent des années 60, des usines, et je matérialise ça, je l'entends, chemin faisant. Alors tout à l'heure je parlais de lire et écrire. Alors on lit l'espace urbain, donc on va aller cueillir des images, mais en fait on écrit un tracé. On écrit un comportement sur le territoire. Et ça c'est notre acte d'écriture en tant qu'utilisateur, un acte très simple de marcher. Et puis en fait, le résultat collatéral de l'expérience, c'est ce tracé. Ce tracé, en fait, c'est une écriture qui est là et qui est comme ça, qui n'est pas autrement. À partir de cette écriture, on peut aller choisir des images qu'on va caler sur cette trace-là pour raconter une histoire. Aussi, une chose importante, c'est je marquais données sensibles. Alors, la chose importante aussi à se dire, c'est que souvent, dans un rapport à l'informatique, comme je le disais tout à l'heure, il fait un peu peur la plupart du temps. Et puis en fait, la plupart du temps, la plupart des outils sont des outils pour avoir une relation objective, utilitariste et d'être efficace en fait. Ces outils nous permettent d'être efficaces.
Alors que ces outils nous permettent aussi d'avoir une relation subjective, sensible, non utilitariste, qui ne sert à rien. Le cinéma sert à rien, le théâtre sert à rien, mais en même temps il sert à beaucoup. Mais c'est pas forcément utile en tant que tel pour aller du point A au point B le plus vite. Par contre, en allant du point A au point B, on a une expérience, et c'est à ça que ça sert. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais ça sert à quoi votre truc là en fait, c'est un peu se poser la question, mais ça sert à quoi le cinéma? Ça sert à quoi le théâtre? Ça sert à quoi la littérature? Ça sert à avoir une relation indirecte au réel, et d'être touché, et de se reconnecter au réel en fait. Donc tout ça, ce passage, ce pont numérique, d'une certaine manière, pour se dire le numérique, c'est pas une fin en soi, mais c'est un chemin, c'est un moyen pour mieux se reconnecter au réel. Donc pour se dire, le territoire nous raconte un truc, on est connecté au réel, à ce territoire. Donc c'est aussi pour ça que pendant la balade, je ne mets pas la vidéo. Idéalement, ce smartphone, cette brique technologique, on la met dans la poche, on l'oublie, on la met dans un mode immersif, on oublie le numérique, on oublie la technologie, on est pris par l'histoire et on voit le réel, on est connecté au réel. C'est ça le but premier. Donc bon, je me répète un peu, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc de mélanger le monde numérique au monde organique, et de se dire qu'on est face à un système dans le monde numérique, c'est pas juste des 0 et des 1, mais on est dans un monde qui est fait de calcul. Un ordinateur, c'est une calculatrice. C'est pas juste une machine qui permet de copier-coller des choses, mais c'est une calculatrice. C'est-à-dire on n'est pas face à un monde du reproductible, mais du variable, du flux, en fait. C'est pour ça que les bulles, j'aime bien les bulles, parce que les bulles, c'est une représentation d'un état liquide qui part en mousse. Donc on est face à un flux, et on n'est plus dans l'ordre de l'objet, en fait. On n'est plus dans le monde de l'objet figé, qui est toujours le même, mais on est dans l'ordre du flux. Donc ça, c'est une chose, enfin c'est une image importante pour moi à garder, à remettre sans arrêt dans ses yeux. C'est-à-dire que quand on est avec le numérique, on est dans un monde, dans une dynamique qui n'est plus de l'ordre ni du tangible, ni du figé, ni du solide, mais du liquide, et du sans cesse qui bouge en fait, qui vit. Donc ça, c'est un exemple de mon travail à Yerevan, là où j'ai mis donc, mes images, et j'ai photographié ce qui se passe avec le réel. Donc il y a ces deux messieurs là qui sont arrivés, qui ont vu ça, puis qui ont conversé devant, puis quand ils ont vu que je prenais une image, ils se sont mis partis. Donc ça, c'est de dire que les images, c'est un peu comme des passeurs de témoins. Donc quelqu'un a vu quelque chose, a posé des questions à des gens, a reçu quelque chose, et ce quelque chose passe par une image, et cette image, on peut la mettre sur la table, enfin, en l'occurrence sur un mur, ou on peut la planter sur un territoire. Donc les images sont comme des passeurs de témoins, et vu qu'on est dans un flux, on peut imaginer en fait une relation aux images qui soit comme avec le verbe, dans les mots, le langage, comme dans un flux de conversation. On peut converser avec des images. Donc on n'est plus face à un objet où en tant qu'auteur, on fait un monologue, comme je le fais maintenant, mais après on va ouvrir, on va passer dans un flux de conversation. L'idée vraiment, c'est de dire comment on peut convoquer des images comme passeurs de témoins et permettre en fait une discussion, une conversation entre des gens qui font des images, des gens qui les reçoivent, mais en recevant une image, on peut aussi en faire. Donc dans un système en co-création. Voilà. Je propose que je vais donner 2-3 exemples concrets, après qu'on passe à la discussion. Donc, je vais vous montrer un film que j'ai marché à Genève. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ce film dure 7 minutes 59. C'est un trajet que j'ai fait à Genève, de chez moi au bureau. C'est pas très loin, ça dure 7 minutes à pied. 1 minute à pied, et puis chemin faisant, moi je me suis enregistré, et je suis allé à la récolte de 15 médias, 15 plans. 15 plans, je vais vous montrer le film, puis vous allez voir ce dont il s'agit. Le social n'avait pas de bonheur. Le genre ne tourne pas. C'est ça le problème. C'était combien? Bien. Rien? C'est où? C'est gentil. Ah, là, c'est cher son beau, hein. Alors, il faut imaginer que ce que vous entendez là, vous l'avez entendu pendant la balade.
Donc vous passez devant, en fait, en l'occurrence, le magasin de la cordonnerie, en fait, et vous entendez, en fait, ce qui s'est passé dans la cordonnerie 2 ans avant. Vous pouvez vous imaginer, votre salle de cinéma, la première salle de cinéma est dans votre tête. Et à la sortie de la balade, vous avez le résultat, vous avez le... Et là maintenant, je suis un peu plus loin. Je suis passé devant ici, là, je vais m'arrêter. Ici, il y a un tabac. Et là maintenant, je suis dans le tabac. Alors que la cordonnerie, elle était juste là. Donc vous voyez ici, la petite bulle, la petite boule là, qui bouge, c'est la personne qui a marché. Je prends la personne qui a marché, je vais un peu plus loin. Ici, alors je suis d'un coup devant un magasin de vélo. Enfin, dans un magasin de vélo avec l'image, mais je suis passé devant. Et donc vous voyez qu'il y a une relation directe entre la tête de lecture dans l'espace, sur le parcours, et le moment dans le film. Le contraire est vrai aussi. Si maintenant je vais aller à la fin du film, je vais ici, et puis je suis avec quelqu'un qui me raconte un lieu culturel indépendant, comment ça fonctionne, et ça c'est l'image d'archive en l'occurrence. Vous voyez, vous baladez, et vous recevez des images qui proviennent du territoire, qui vous racontent le territoire, et après coup vous revivez cette expérience. En tant que marcheur, mais en tant que spectateur, vous pouvez visiter en fait d'une certaine manière un territoire en cheminant, en étant guidé par quelqu'un qui a marché à travers, et il y a un film qui se développe, qui dévoile en fait une des histoires possibles de ce territoire. Donc voilà, ça c'est un des exemples qu'on a fait. Donc ici, il y a un certain nombre de films, on peut se balader à Bagnoles, sur 16, Montréal, Nantes, Bruxelles, enfin il y a d'autres villes encore, mais ça c'est les villes qu'on met en avant. Donc ça c'est je suis en train de partir. Voilà. Bon, bref, j'ai quitté Genève. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de vivant. La carte est vivante, le film, lui, n'est plus vivant. Le film, en tant que tel, n'existe pas, mais par contre, il est construit à partir d'une playlist, d'une liste d'images qui, elle, est figée. Ça c'est un usage. Un autre usage qu'on a fait à Paris, sur base du même système qu'on a monté, c'est une manière d'avoir une vision à plat des contenus, donc via une carte, et de pouvoir aller voir sur le territoire, en cliquant ici, moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a ici, et là j'ai en fait un film d'archives qui nous raconte en fait le début de la cité universitaire à Paris, et puis d'une certaine manière j'ai une relation objective, c'est moi qui clique en fait, c'est moi qui choisis ce qui m'intéresse, et en fait je peux aller filtrer par un certain nombre de mots-clés, des sensations, voir tout ce qui est extraordinaire, bon il n'y en a plus beaucoup, tout ce qui est amusant, bon ça c'est ce qu'on a fait à Paris, mais une manière de filtrer les données, ou par thématique, etc. Donc ça c'est une sorte de portail de communication territoriale pour montrer les actions culturelles liées à un territoire. Donc là c'est en l'occurrence DEDAL, l'association DEDAL, qui a fait ça en lien avec ces actions culturelles à la cité universitaire. Il y a la possibilité aussi de rajouter des contenus qu'on appelle collaboratifs, c'est les flux du web en temps réel, avec du Flickr, du Twitter, etc. Et donc de voir en fait que le territoire il est fait de ce qu'on décide nous, mais sur le territoire il y a plein d'autres choses qui existent. On peut les connecter, on peut les montrer, les partager. Et après, donc ça c'est un partage horizontal sur la carte, mais qu'à l'intérieur de chaque plan, il y a aussi, vous voyez, ça c'est une action culturelle ici qui s'est passée, artistique. On peut connecter du tweet via des mots-clés à la chose qu'on partage ici. Donc on peut convoquer, on peut connecter des données live, en temps réel, du web, avec des choses qu'on a plantées nous, et du coup, créer des transversalités en fait, entre des documents. Voilà, donc ça c'était un autre exemple. Mais je propose que je m'arrête là et puis qu'on ouvre la séance aux questions, débats. Merci pour votre présentation. Je trouve ça très clair, avec en plus voir un petit film, je pense que ça permet de comprendre un peu mieux comment ça marche. Du coup, on va passer à une petite séance de débat. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà des questions? Peut-être à poser? Non, si. Merci pour la clarté de votre présentation, parce que du coup on a de la matière et la texture de votre travail. Je me disais en vous écoutant qu'en fait vous avez distingué des choses qui font partie de l'expérience ordinaire d'un marcheur, mais la reconfigurer, c'est-à-dire la part de l'expérience passée. On vit des villes en fonction de ce qu'on a vécu comme expérience avant, et que dans cette expérience passée, il y a une part d'imaginaire évidente,
y compris l'imaginaire artistique, hein, ce qu'on vit quand on va dans une ville d'Amérique du Nord, c'est qu'on a tellement vu de films sur ces villes qui sont moins étranges qu'on imaginait avant d'y aller. Donc c'est pas de passé d'imaginaire, mais du coup qui là est peut-être, on va dire, dispersé, diffracté. Et puis, mais du coup avec une médiation toujours forte de votre part, que je trouve d'ailleurs qu'il faut surtout pas ni négliger ni mettre de côté, et que fait un peu disparaître le terme toujours rabattu de co-création. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on revienne sur votre place, parce que vous êtes un acteur de la médiation de quelque chose qui est une expérience singulière. Quand on marche dans la ville, effectivement, il y a quelque chose de très singularisé, y compris si l'imaginaire est collectif, etc., on est très singularisé. L'algorithme, c'est vous qui le pensez, les images d'archives, c'est vous qui les travaillez, enfin, voilà, tout le dispositif, c'est vous qui le travaillez, et c'est vous qui qualifiez, par exemple, thématiquement les images. Donc du coup, le marcheur ne qualifie pas la thématique, mais choisit dans la thématique. Et du coup, par rapport à la question posée en introduction avant que vous interveniez, j'ai l'impression qu'on est avec une acceptation du fait que c'est une expérience qui est collective. C'est pas, pour le coup, c'est presque désingularisé. C'est-à-dire que celui qui marche édite un film, produit un film, enfin voilà, mais en même temps, qui est d'emblée fait avec les autres, fait par d'autres. Oui, alors je vois effectivement là, c'est une question importante pour moi. Le point de départ, c'était de se poser la question où commence le travail d'auteur et où il termine, et où commence le travail, enfin la réception du spectateur et où ça termine. Et d'une certaine manière, ce que je disais en entrée, c'est que c'est moins évident et qu'il y a pour moi plein d'entrées et de sorties possibles, ou d'étages, si on veut, de cette relation-là. Et pour le moment, ce qu'il n'y a pas dans le système, c'est le fait de pouvoir, en balade, faire sa propre image en tant qu'utilisateur, enfin en tant qu'utilisateur d'un outil, en même titre d'une certaine manière que l'utilisateur d'une caméra qui utilise la caméra pour faire des images, là d'utiliser le smartphone comme pas seulement récepteur d'images préexistantes, mais de pouvoir utiliser le capteur de ce smartphone pour faire de l'image. Donc ça c'est le premier point que j'aimerais rajouter, le fait de se dire on est dans une histoire, on est dans un trip, et chemin faisant, ce qu'on entend et ce qu'on voit nous donne envie de faire une image. Cette image, on la met dans son film. Après, une fois qu'on a commencé à faire ça, la porte s'ouvre vers le fait de devenir un auteur, soit juste avec le contenu, mais aussi derrière la possibilité de devenir un auteur encore un peu plus loin, on a la possibilité de qualifier son contenu. C'est-à-dire, par exemple, c'est un contenu qui est partagé ou pas, première chose. Deuxième chose, quelle est la thématique de mon image? Est-ce que c'est la même que celle qui existe dans laquelle j'ai créé cette image? Enfin, c'est la création contextuelle, en fait. On ne crée pas sur une page blanche, mais on crée à partir déjà d'un flux d'images préexistant. Donc est-ce que je reprends la même thématique, les mêmes choix éditoriaux qui ont été faits en amont, ou est-ce que je la change? Si je la change, qu'est-ce que je rajoute? Donc ça, on commence d'une certaine manière à prendre plus de place, on commence à devenir plus un auteur, parce qu'il y a des choix subjectifs. Troisième étape, c'est de se dire, il y a la possibilité de rajouter des images, de rajouter de l'intelligence sur ces images, mais il y a aussi la possibilité de changer les variables de l'algorithme. De se dire, de changer la manière dont on va recevoir les contenus, mais aussi la manière dont on aimerait que ces contenus puissent être reçus par autrui. En fait, c'est de se dire, on connaît le diptyque entre le fond et la forme, mais il faut rajouter, en fait, pour que ça marche vraiment, un troisième avec les fonctions. Donc en fait, en tant qu'auteur, en tant que spectateur, récepteur, c'est même plus spectateur, mais en tant qu'utilisateur, on peut avoir accès aux fonctions de ce qu'on utilise. Alors que jusqu'à maintenant, les fonctions, elles étaient embarquées dans l'objet. Enfin, les fonctions du film étaient, elles sont parties, quoi. C'est via les fonctions des outils des outils de montage numérique, en fait, qu'on a accès à des fonctions. Et une fois qu'on a fait fonctionner ces fonctions, on a un objet qui est fiché. Là, l'idée, c'est que ces fonctions font partie même de l'expérience et on peut y avoir accès. Après, c'est une question d'attente, c'est une question de besoin, c'est une question d'envie, c'est une question de compétence. Parce que le fait de changer des variables, c'est pas très compliqué en tant que tel, on est tous capables de le faire, mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et là, on commence à devenir quelqu'un qui prend une place d'auteur, une autorité qui commence à s'exercer sur des contenus qu'on a fait, mais peut-être aussi sur des contenus d'autrui. Alors, la plateforme, elle est pensée pour que ça puisse être évolutif, c'est pour qu'une simple consommation passive, on puisse devenir un vrai producteur de contenu actif qui a le petit tournevis pour changer les variables de ses fonctions, en fait,
de ces règles de jeu qui permettent à soi-même de recevoir des contenus, mais peut-être aussi pour d'autres. Mais tout ça, c'est pas exclusif. C'est ça qui est beau dans le numérique, c'est qu'en fait, c'est souple, c'est soft. Dans le sens, c'est du software. De nouveau, c'est du liquide. Donc, si on fait pour soi, on ne fait pas forcément pour d'autres. Donc, notre autorité ne s'exerce pas de la même manière dans ce monde-là que dans le monde tangible où une fois qu'on met une affiche contre un mur, ben, elle est là, quoi. Tandis que là, ben, on peut mettre quelque chose, mais c'est là, sous certaines conditions, avec des fonctions. Une question aussi? C'est vrai, moi, c'est bon. Ouais, du coup, ça revient un peu sur cette question-là, la question de comment vous avez créé le film, comment vous avez créé cette base de données, parce que finalement, oui, finalement, vous avez dû aussi certainement faire des choix, parce que là, on voit bien que vous avez choisi des boutiques, certaines images sont d'archives, mais quelle est la proportion de tout ça, quelle est la proportion des films que vous avez créés, et surtout aussi comment est-ce que vous avez choisi les lieux qui vous intéressaient. Et du coup, une question un peu plus de fond, qui serait de savoir quel genre de rapport à la ville vous vouliez que l'utilisateur de l'application puisse avoir au-delà d'un rapport sensible. Alors, bon, moi personnellement, donc, je viens du cinéma, comme je le disais, moi mon vœu, enfin ce que je cherche avec tout ça, là j'ai passé ces 5 dernières années à mettre en place un outil, une plateforme numérique. Ça me prend beaucoup de temps, mais moi, ce que je préfère faire, c'est de me retrouver avec ma petite caméra, petit ordinateur avec l'œil, dans le réel et de filmer, de rencontrer des gens, donc de me retrouver sur mon territoire et de filmer des choses. Donc là, ici, par exemple, c'est des images d'archives que j'ai faites, j'ai habité pendant 15 ans dans un quartier, et j'ai documenté la vie de ce quartier, l'évolution de ce quartier. Donc là, il y a 15 ans d'images, d'archives que j'ai placées sur le territoire. Donc moi, c'est ça que je cherche à faire, mais en parallèle, pour le faire, j'ai développé un outil que je mets à disposition d'autrui. Donc en fait, ça c'est la deuxième partie en fait, de la présentation, donc la partie MemoWays. J'ai créé en fait une plateforme de montage, d'édition, pour permettre à des gens, que ce soit des producteurs de contenu, des territoires, qui que ce soit, de créer des projets un peu comme celui-là. Alors pas forcément comme celui-là, ça peut après, l'idée c'est que le système soit le plus générique possible, pour après se dire, ben, en fait on peut soit faire une application mobile comme ça, mais on peut aussi faire une application je sais pas moi, sur tablette, et puis on peut mettre une carte, et puis on peut cliquer sur des vidéos, et puis on peut faire ses propres contenus, ou faire des contenus collaboratifs. Donc là, on est en train de développer plusieurs projets différents, avec des partenaires, qui vont dans le sens de cet audio guide, mais pas que. On est par exemple en train de développer une application, une bande dessinée interactive, qui permet de lire en fait une histoire linéaire, d'interagir avec les éléments de cette histoire, et à la fin, en fonction de ses clics, de ces sélections, de recevoir un film documentaire généré de par le système. Alors là, c'est pas des images que je fais moi, mais c'est des images qui viennent en fait du monde documentaire, des gens qui font des vidéos. Et en fait, on va recevoir un film personnalisé en fonction de ce qui nous a intéressé pendant la lecture, et à la fin, on reçoit un film unique. C'est la sortie de la BD. Donc, quand on tourne la dernière page, on reçoit un film qui est un film unique. Donc ça, c'est une autre utilisation de la plateforme MemoWays que je suis en train de mettre en place et qui fonctionne déjà donc, mécaniquement. Donc on utilise ça pour faire du walking, mais là on va sortir un certain nombre de produits qui vont permettre en fait de jouer avec avec de la vidéo d'une manière interactive, d'une manière, j'appelle ça en anglais, c'est pas très joli, mais c'est du responsive storytelling. De dire que c'est une narration qui est responsive. Alors responsive, peut-être vous connaissez le terme de responsive design. Aujourd'hui, quand on fait un site internet, on doit le faire responsive, c'est-à-dire qu'il fonctionne autant pour les tablettes que pour les smartphones, que pour les ordi. Il faut qu'il soit responsive, donc il s'adapte au contexte d'utilisation. Là, l'idée, c'est d'appliquer ça à la narration, de faire une narration responsive, qui s'adapte au contexte, au comportement et à l'outil de l'utilisateur. Mais pour que ce soit responsive, il faut qualifier le contenu, il faut s'occuper de ses fonctions, et après interfacer ça, présenter ça via soit un truc comme ça, une carte, ou alors quelque chose comme ça, mais il y a encore d'autres
on est en train de travailler sur d'autres manières de visualiser, de permettre une interaction vivante avec ces éléments. Alors, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais du coup, ça rejoint un peu le fait que bon, il y a la ville qui existe et puis on peut avoir, vous disiez tout à l'heure, un peu en orbite comme ça des informations auxquelles on peut accéder en même temps. Mais je pense que juste que ma question, c'est une question qu'on va retrouver dans tous les débats aujourd'hui, enfin dans tous les projets qui seront présentés, qui était de savoir comment est-ce que notre rapport à la ville pouvait être particulier dans ce genre de parcours. Mais vu qu'on est un peu dans le temps, là, on va peut-être conclure et puis passer au prochain projet et j'espère qu'on reviendra sur ces questions un peu plus tard. Mais merci. Merci à vous. Donc nous allons maintenant accueillir mon collègue Jean-Baptiste Zimmer et Alex Todo qui vont nous présenter une application Tournoi de Toulouse ainsi que sa présente. Merci à eux.